Le cercle RH avec les experts de Smart Job, les retraites, avec cette discussion main tendue de Laurent Berger. Y aura-t-il ou pas cette rencontre? Probablement que oui. Sur quel thème? On ne le sait pas. L'âge pivot, on en parlera ou on n'en parlera pas. Ça, c'est un sujet. Est-ce qu'on est dans de la communication pour, j'allais dire, gagner du temps? Est-ce que c'est aussi une stratégie, et ça concerne évidemment Smart Job, une manière de fissurer l'unité syndicale qui est quand même unie depuis le début de ce mouvement social? On parlera de la loi partage de valeurs parce que le gouvernement accélère et a bien envie évidemment de jouer sur cette idée qu'il faut partager la valeur, dans un contexte d'ailleurs de polémique sur l'augmentation du salaire du patron de Total. Et puis on terminera sur l'égalité femmes-hommes en Catalogne avec une mesure, je dirais, un peu originale. On en parlera avec mes invités. Olivia Copin, bonjour. Ravie de vous accueillir, fondatrice du cabinet Juste Business, enseignante au CELSA. Jean-Christophe Sibéras est à vos côtés. Bonjour Jean-Christophe. Vous êtes le CEO et cofondateur de Newbridges. Avec un S. Avec un S, Newbridges. Je fais un peu d'anglais dans cette émission. Et vous êtes, faut-il le rappeler, vous avez été DRH d'entreprises publiques et privées. Sylvain Bersinger est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Économiste chez Asterès. Alors vous avez des chiffres et des analyses souvent extrêmement pointues. Et puis ce livre, alors je le montre parce qu'on n'a pas eu le temps de le bantitrer, collection Ligne de repère, parce que vous aimez bien écrire, hein, vous. Apprenons l'économie avec Michel Audiard. J'adore. Je vais garder ce livre et le lire. Je ne sais pas si Michel Audiard sera autour de la table ou si l'esprit Audiard sera autour de la table, mais comment vous regardez cette espèce de jeu? Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, on est dans quoi? On est dans du cinéma, dans de la communication, on est dans du jeu de dupes, on est dans quoi? Là, je te tiens par la barbichette, c'est quoi l'idée? Il y a sûrement un peu de communication, de stratégie politique. Alors, bon, moi je suis économiste, c'est pas mon domaine de compétence, mais je pense qu'en fait, il y a un problème quand même de fond, et on peut discuter tant qu'on veut, mais il y a des gens, Macron, son gouvernement, qui pensent qu'il faut travailler plus longtemps pour financer les retraites, et il y a des gens qui sont fondamentalement pas d'accord, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et majoritairement, je m'autorise d'être pas sondeur, mais on voit bien quand même que la majorité des Français n'y sont pas favorables. C'est vrai, mais d'une manière générale, quand on demande aux gens est-ce que vous voulez travailler plus, est-ce que vous voulez payer plus d'impôts, globalement, les sondages sont plutôt contre. On est d'accord. Voilà. Mais je pense que, alors oui, il y a une stratégie probablement politique du gouvernement d'essayer, comme vous l'avez dit, de fissurer l'union des syndicats, mais je pense qu'au fond, il y a quand même un désaccord de fond sur la nécessité ou pas et la volonté ou pas de travailler plus. Et je ne sais pas si ça va déboucher sur grand-chose, cette négociation. Parce qu'on entend l'idée chez Laurent Berger, en tout cas, mais qui maintient le cap, hein, et la CGT aussi, c'est, nous, on veut bien parler, mais il y a une forme de préalable. Le mot n'est pas utilisé, mais le préalable, c'est on met sous cloche cette réforme et on discute pendant 6 mois. Comment vous regardez cela, Olivia Copin? Est-ce que ça peut être une sortie de crise? Parce qu'on est quand même dans une situation pour le moins complexe. Moi, je pense que ça peut être au contraire le début de la crise. Enfin, ah oui. C'est un peu, proposer de faire une pause. Effectivement, d'un point de vue communication, ça peut être une main tendue et on peut l'entendre. Mais on est quand même dans une crise. Pour moi, en fait, la crise au niveau des retraites, c'est la continuité de la crise des gilets jaunes, c'est la continuité des antivax. C'est-à-dire derrière, il y a quand même un fond d'antimacronisme et la volonté de remettre en cause aussi quelque part les institutions, puisque faire une pause sur un texte qui a été voté pendant des jours au Parlement, même si le 49.3 est impopulaire, et ça, il faut mettre ça sur la table. Débat accéléré. Mais oui, c'est un argument d'un point de vue communication, mais ça ne réglera pas le problème de fond, puisque ce texte est passé. Donc, qu'est-ce qu'on remet en cause avec cette pause? Et le Conseil constitutionnel, parce qu'il y a aussi ce délai, je pense que le gouvernement a ça en tête, justement, et se donne du temps pour savoir ce que va faire le Conseil constitutionnel sur un certain nombre d'articles, notamment la question des seniors et quelques autres articles qui, dit-on, seraient hors cadre. Vous en pensez quoi? On a vu la petite phrase de Laurent Berger qui est passée. Je propose, pour apaiser les choses, qu'il y ait un temps d'écoute et qu'on mette sur pause la réforme des retraites. Bon, on voit bien, c'est pas dit, mais c'est l'idée, on gagne un peu de temps, puis après on l'enterre, et puis on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a de ça? Mais le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Non, ce que je pense, c'est qu'on est en train de passer à autre chose, en fait. C'est déjà ça qui se passe. Et le fait que en tout cas un certain nombre de syndicats ont accepté d'aller à Matignon la semaine prochaine, c'est en fait une bascule, c'est un moment de bascule, c'est un moment où pendant 3 mois on ne s'est pas parlé, mais il arrive, c'est malheureux d'ailleurs que dans des conflits on ne se parle pas, parce que les règles de base, c'est même quand on est en conflit avec quelqu'un, il faut avoir une ligne rouge. Ça, c'est un peu le propre des conflits, hein, Oui, mais quand on en a fait pas mal, ce qui m'est arrivé dans ma vie en termes de conflits syndicaux dans les entreprises, on s'arrange quand même de toujours garder un téléphone rouge pour s'appeler, parce qu'il ne faut pas lancer la bombe atomique quand même. Bon, là, il n'y a même pas eu ça là, pendant 2-3 mois. Donc il y a une bascule qui se produit là en ce moment. La médiation, non. Mais on va quand même se causer. On va se causer pour faire quoi? Pour vous, on tourne la page. Pour moi, il se passe 2 choses. 1,
il y a cette rencontre la semaine prochaine, et puis 2, il y a le congrès de la CGT cette semaine. Là. On va en parler, mais ça va avoir un effet sur ce qui se passe en fonction de qui va sortir des urnes au niveau leadership CGT. Oui. Et on comprend quand même que ce qui s'annonce, c'est plus dur que ce qui avait été prévu. C'est une bascule et un changement d'orientation de la CGT. Donc je pense que la CFDT a déjà anticipé ce changement de la CGT, un durcissement assez probable, en tout cas d'elle qui ne supportait pas finalement la ligne Martinez d'alliance calme, responsable, donc un durcissement unitaire. De la ligne, hein. Et donc je pense que la CFDT anticipe ça et a accepté le rendez-vous de Matignon parce que de toute façon, il y a un moment donné où il faut effectivement être capable dans une réunion, il faut savoir de se reparler, 2, de se dire là on n'est pas d'accord là-dessus, mais on peut peut-être travailler sur autre chose. Juste d'un petit mot, allez-y Olivia, puis Sylvain, mais vous vouliez rajouter un élément, parce qu'il y a quelqu'un, Jean-Christophe dit, on tourne la page et on est en train doucement sur la pointe des pieds d'en sortir. Vous dites, on remet de l'huile sur le feu. Oui, parce que je pense que vraiment, ça serait vraiment radicalisé avec l'emploi du 49. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il y a quand même derrière une volonté, en tout cas un appel, notamment de la part de la jeunesse. En tout cas, vous avez la majorité des Français qui sont contre cette réforme, et ceux qui vraiment manifestent dans la rue, il y a vraiment cette volonté aussi c'est une crise de la représentativité. Et donc je pense que cette histoire des retraites va rester quand même comme un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron jusqu'au moins au mois de juillet. Probablement. Où il y aura peut-être l'idée d'un remaniement. Mais et pareil avec le Conseil constitutionnel, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, quand on voit des articles, on peut imaginer que le Conseil constitutionnel devrait du coup ne pas valider cette réforme parce qu'elle est impopulaire. Là aussi, on est au-delà du débat de la réforme de retraite, dans un débat institutionnel, puisque le Conseil constitutionnel, son rôle, c'est de savoir si une loi est constitutionnelle ou non, pas savoir si elle est impopulaire. Mais il y a une partie des personnes, tout le débat. Voilà, mais il y a une partie des personnes qui manifestent, qui ont une volonté d'avoir plus de représentativité et une. Oui, c'est un débat plus profond que cache ce débat purement sur l'âge de départ. Il y a effectivement peut-être d'autres malaises plus profonds qui traversent les salariés. Un mot sur l'économie, parce que vous êtes économiste. Elle est impactée, notre économie, là ou pas? Moi, je lis que globalement, notre économie continue à se développer. On cherche toujours des salariés sur le marché du travail et que globalement, c'est à peu près la même situation. Non, l'impact macroéconomique des grèves ou des mouvements qu'on voit, il est très faible. Il est faible. Hein. Il est au mieux l'épaisseur du trait. En fait, c'est pas la première fois qu'on a des mouvements sociaux en France et des grèves. Sur les exemples passés, même 95, il y a eu des grèves très dures, ça avait été 0,1-0,2% du PIB sur un trimestre et rattraper le trimestre d'après. Donc là, bien sûr, c'est très visible. On voit les poubelles dans Paris, il y a les métros qui sont bloqués ici ou là, il y a la casse qu'on voit à la télé. Mais voilà, la France est comme une économie de 2400 milliards d'euros, donc c'est pas quelques poubelles qui brûlent qui ont vraiment un impact très fort. Juste un mot sur les syndicats, parce qu'on va parler de la CGT, puis on va parler de la valeur travail, mais sur les syndicats, d'un mot chacun, parce que vous l'avez évoqué, Jean-Christophe, 53e congrès donc, de la CGT, c'est la fin de Martinez, avec ses célèbres moustaches et ce ton qu'il avait à lui. La CFDT, Laurent Berger, va aussi quitter l'espace, dans à peu près les mêmes conditions. Est-ce que, pour la première fois de notre histoire, la force du mouvement syndical, malgré sa faible représentativité, ça a été son unité, finalement? Je crois que s'il y a un gagnant dans cette affaire, en France, entre tous les acteurs, c'est les syndicats. Clairement. On a vu des remontées de popularité un peu impressionnantes, des adhésions en masse. Il faudra quand même les garder, les adhérents. Oui, parce que les CFDT, on a perdu un peu. Hein. Adhérent un jour, ça ne veut pas dire adhérent toujours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Faut que Laurent Berger le dit bien, donc c'est un travail. Enfin, il récupère des troupes. Là. Mais, et là, pour le coup, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, parce que une démocratie sans des interlocuteurs, sans des gens avec qui travailler, avec qui causer, même si on n'est pas d'accord. Je veux dire, on peut quand même confronter des arguments, et chacun peut en réfléchir. Donc la bonne nouvelle, c'est effectivement un regain des syndicats. Et quand on est dans les entreprises, au niveau RH, le problème, c'est un peu pareil. Quand vous n'avez pas d'interlocuteur, il faut un interlocuteur. Le bateau, comment on navigue? Des fois, le paquebot, c'est compliqué. Oui, parce que les Français ne sont pas forcément toujours concernés, mais beaucoup de décisions se prennent avec les partenaires sociaux, d'une forme un peu paritaire. On décide, on travaille ensemble et on construit ensemble. Olivia, sur ce dialogue social, et encore une fois, parce que j'ai un regard un peu panoramique sur le mouvement social, un jour, la CGT signait les accords avec Nicolas Sarkozy, la CFDT signait les accords avec François Hollande, donc chaque gouvernement avait son syndicat. Là, il y a une
unité. Sarkozy. Il y a eu, rappelez-vous les accords Bernard Thibault qui avait plutôt signé une partie des accords, c'était il y a longtemps, mais là, il y a unité, c'est-à-dire que l'ensemble des syndicats sont unis. Oui, alors ils sont unis. On est en temps de crise. C'est vrai que ils ont réussi à trouver cette unité. Après, je pense que il y a quand même beaucoup de challenges qui attendent les syndicats aujourd'hui. Il y a, quelque part, comme le gouvernement, ils ont vécu aussi une crise de représentativité. Oui, et puis ils font de la politique aussi. Il faut savoir que jusqu'en 2012, quand même, il y avait des désignations, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'élection. Donc c'est qu'en 2012, c'est quand même assez dingue de se dire ça. Un problème aussi de représentativité, de porte-parole, d'incarnation. Qui va porter les syndicats pour justement aller chercher cette jeunesse qui est de plus en plus politisée, qui est de plus en plus militante, avec mais qui ce petit jeune de 15 ans là, mais qui se tourne vers les ONG, qui vont se tourner vers d'autres formes. C'est vrai. Et d'ailleurs, la NUPES et les Verts ont réussi à quelque part faire revenir cette jeunesse. Avec l'écho Sainte-Soline, on n'a pas le temps d'en parler, mais qui dans quelques slogans de manifestants, il y avait le débat des retraites, il y avait Macron, il y avait l'idée de faire une sorte de conjonction des convergences des luttes. Basculons sur le partage de la valeur. Je me tourne vers vous parce que ça, c'était un document que devaient signer tous les syndicats. Tous ne l'ont pas signé. Mais il y a l'idée d'accélérer le rythme et de faire un projet de loi sur le partage de la valeur. L'idée, c'est quoi? C'est que intéressement, participation, c'est de faire un peu ruisseler un peu plus les fruits et les résultats de l'entreprise. C'est ça l'esprit. Je pense que l'idée, c'est qu'on a vu quand même pendant ces dernières années, avec notamment le boom du prix de l'énergie, certaines entreprises faire énormément de profits, notamment énergétiques, il y a eu dans le transport maritime aussi, et donc avec l'idée que ces profits seraient pour partie, entre guillemets, illégitimes, en tout cas moralement condamnables, puisqu'ils sont faits indirectement. C'est des surprofits. Voilà, c'est des profits importants, conséquences indirectes de la guerre en Ukraine. Ils auraient profité de la crise. Voilà, oui. ils auraient, voire ils ont, je ne sais pas comment le dire, profité de la crise. Dites-le comme vous voulez. Et donc il y a cette idée que ces profits seraient peu légitimes et que donc ils doivent être repartagés. Donc l'idée, c'est de faire un peu contre-feu à travers ce texte. Là aussi, on est un peu dans de la com, là. L'idée, c'est qu'une partie de ces profits soit reversée aux salariés, alors sous différentes formes, primes, participation, etc. Alors après, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que il y a, c'est vrai, certaines grandes entreprises énergétiques ou autres qui ont fait beaucoup de profits. Il y en a qui ont aussi beaucoup souffert de la crise. Donc quand on dit les profits des entreprises, ça dépend desquels on parle. Parce que quand on regarde les taux de marge moyens, alors c'est vrai qu'au 4e trimestre, ils ont un peu augmenté. Mais globalement... Ils avaient baissé. Voilà, ils ont fait un peu le yo-yo depuis le Covid. Mais si on compare à avant la crise Covid, on va dire une période plus, entre guillemets, normale, ils sont pas à des niveaux astronomiques. Nous voulons que les entreprises qui font du rachat d'actions contribuent à la meilleure rémunération des salariés. Ça, c'est une phrase de Bruno Le Maire. Nous pourrions envisager un doublement des sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement. Donc, c'est une réponse aux questions de pouvoir d'achat. On a le sentiment que le gouvernement se dit, tiens, c'est peut-être un levier aussi pour apaiser certaines souffrances sociales, parce que dans les cortèges, il y a aussi la question des salaires. Vous en pensez quoi? Il faut accélérer ou pas? Ou c'est un peu de l'affichage, là? Non, je pense que le gouvernement, là, avec cette annonce, il fait quelque chose d'assez intéressant. Il dit, parce que racheter des actions, ça veut dire quoi? Juste pour comprendre, ça veut dire qu'on va essayer de faire remonter la valeur de l'action. On assèche le nombre d'actions. Donc ça bénéficie aux actionnaires. Et du coup, il y a l'idée de dire, ouais, ok, si vous le faites, on n'interdit pas de faire des rachats d'actions, alors qu'il y a des gens qui sont très critiques sur le rachat d'actions, de prendre l'argent de l'entreprise pour acheter des actions, les détruire et faire augmenter la valeur. Bon, ça pose effectivement un certain nombre de questions. Des coups de bourse, quoi. Politiquement, le gouvernement se dit, il y a des entreprises qui font des choses pour leurs actionnaires en rachetant des actions, avec l'argent qui est gagné par les travailleurs, parce que finalement, il y a de l'argent. Bien sûr. Et donc, il faut que les salariés, ils aient leur part un peu en contrepartie. Donc, il y a cette idée politique de dire, quand on fait des profits, il faut que tout le monde en bénéficie et qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures entre les actionnaires et les salariés. Donc ça, je pense que l'intéressement salarial, c'est un truc qui tient. Ce que je précise quand même, c'est que du coup, les super profits, ils ne vont pas en impôts, c'est-à-dire ils ne vont pas aux Français. Exact. Ils sont redirigés vers les seuls producteurs de valeur de l'entreprise. La CFE-CGC. Mais là, pour le coup, c'est un recul par rapport au débat qu'on a eu il y a quelques mois, de dire il faut taxer les super profits, au sens ça va tomber dans la caisse de l'État, et donc ça va tomber à tous les Français, et pas seulement à ceux qui travaillent dans l'entreprise. Donc une réponse à la fois très politique et très concrète à la question du pouvoir d'achat, et peut-être relancer. J'ai lu une étude de la CFE à vérifier que les grandes entreprises, finalement, allaient moins payer dans cette loi, et que les PME, elles, allaient payer plein pot. On abonde pour partager la valeur, et que les PME allaient donner beaucoup plus que les très grandes entreprises à creuser. Alors, je crois qu'il parlait là des entreprises de plus de 5000 salariés. Nous sommes d'accord. Des très grosses. Et celle-ci, elle est donnée que 9 à 10%, pendant que la PME, elle est donnée 23, 25, 30%. C'est assez intéressant. Mais c'est vrai, alors il y a cette idée de faire
que les entreprises qui rachètent des actions participent plus. Il y a tout ce débat actuellement sur le rachat d'actions. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Racheter des actions, c'est redonner de l'argent aux actionnaires en faisant monter le cours de bourse, en permettant à l'actionnaire de faire une culbute et une plus-value sur son titre. Mais au fond, c'est un petit peu la même chose qu'un dividende. Le rachat d'actions comme le dividende, c'est une manière de rémunérer l'actionnaire. Et actuellement, on pointe un peu du doigt les rachats d'actions, mais je comprends mal pourquoi les rachats d'actions seraient plus condamnables que les dividendes, puisque dans les deux cas, c'est de l'argent qu'on prend de l'entreprise pour rémunérer l'actionnaire. Donc voilà, je trouve qu'il y a un petit côté un peu politique et affichage de pointer que les rachats d'actions. On joue un peu comme ça sur de l'affichage en disant aux Français, vous voyez, on s'occupe de votre pouvoir d'achat, on est à votre chevet, en tout cas au chevet de votre portefeuille. Olivia, un tout petit mot, parce que je ne voudrais pas croire que je vous pose la question à vous sur le mascara, parce que je ne voudrais pas après être accusé de forme de misogynie, mais sur cette question-là, affichage ou pas, pour y répondre simplement? Un peu des deux. Un fichage en termes de timing au niveau de com, on voit bien que c'est une manière de créer un peu d'oxygène dans le débat et de dévier l'attention. Sur la question du partage de valeur, j'ai envie de dire, tout le monde est d'accord. Ça c'est un truc que tout le monde partage. On n'est pas dans un... on est tous d'accord pour partager la valeur. Ce qui peut être intéressant dans les dividendes salariés, c'est peut-être aussi une manière pour le salarié de rester plus longtemps dans l'entreprise. Parce qu'on parlait du syndicat. Oui, ça l'engage. Le salariat fragmenté fait aussi que le syndicalisme l'est également, donc ça peut l'engager. Ça le motive. Et sur la question des profits, ce que je trouve intéressant, c'est on parle finalement des bons et des mauvais profits avec les super profits. Les super profits. Quid des entreprises qui font aussi des profits au détriment de la planète, au détriment des pays en développement. Donc vous êtes en train de nous remettre en question tous les profits. Non, mais pourquoi pas finalement se dire que cette dividende salariée peut être élargie plus globalement pour... Dividende salarié contesté sur le plan économique, parce que certains disent mais ça n'a aucun sens de parler de dividende salarié. Oui, vous le validez, vous, ce terme? Le dividende, c'est pour les actionnaires, donc par essence, il ne peut pas être pour les salariés. C'est vrai que c'est un peu antinomique, oui. On est d'accord. Un dividende salarié, puisque le dividende rémunère l'actionnaire. C'est antinomique sur le plan économique, mais du coup, comme le vilain, c'est l'actionnaire, voilà, ça parle plus évidemment à l'opinion publique, parler de dividende. Un mot. Parce que je ne voulais pas qu'on se quitte avant, parce que souvent on oublie un thème et je voudrais qu'on le prenne. L'inspection du travail de Catalogne impose une amende de 30 000 € à la compagnie low cost Welling, compagnie aérienne, pour discrimination, parce qu'on impose aux femmes de se maquiller et de s'habiller, d'avoir des dress codes, mais pas aux hommes. Donc il y a une discrimination. Vous soutenez cette idée ou pas? En fait, les hommes ne sont pas obligés de mettre du mascara dans les avions non plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, je crois que la tenue pour les hommes, c'était une tenue propre et soignée. Oui, pas pour les femmes. Effectivement, je pense qu'on est quand même typiquement dans un exemple, il y a un peu des métiers comme ça, les hôtesses de l'air, où la femme est quand même assez sexualisée, puisqu'elle doit mettre des talons, elle doit se maquiller. On parle même de la teinte du maquillage, la couleur du rouge à lèvres. Donc c'est quelque chose qui paraissait totalement normal avant. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'étais pas au courant, et quand j'ai lu l'article, je me dis, mais oui, ça paraît complètement ahurissant. Ce qui peut être intéressant, ce qui m'a questionné, c'est une tenue non genrée. Donc ça veut dire que les hommes peuvent venir en jupe, des talons ou maquillés. Bah oui. Voilà, c'est ça la question. Vous en pensez quoi? Concrètement, je vous vois un peu dubitatif. Il y a quand même une amende de 30 000 €. Bon, oui, d'abord, ce n'est pas une amende, c'est une poursuite, c'est un procès verbal qui pourra être jugé en justice. C'est vrai. Voilà. Mais ceci dit, il semble quand même que l'entreprise en question est en train de réviser son dress code, on va dire. Donc, elle évitera ils ont pris la menace au sérieux, surtout qu'il y a une autre entreprise qui s'était déjà fait poursuivre. Enfin, l'idée, c'est la sexualisation effectivement des hôtesses. Le vrai sujet, c'est effectivement faut-il accentuer quelque part la différence entre les hommes et les femmes? À mon avis, très honnêtement, c'est très compliqué. Je suis assez d'accord. À mon avis, on ne s'en sort pas de ce genre de machin. Il y a des tas de métiers où effectivement, en tout cas en France, pour revenir en France, c'est vrai qu'on est assez libéral en France, c'est-à-dire que libéral avec les salariés. Oui. Les contraintes imposées à salariés en matière vestimentaire sont assez faibles. Sont finalement assez faibles, sauf quand il y a des questions de sécurité, parce qu'effectivement, si vous avez des cheveux longs et que vos cheveux risquent d'être emportés dans une machine qui tourne à grande vitesse, donc il y a des questions de sécurité. On est quand même assez... il y a eu récemment une compagnie aérienne qui a sanctionné, je crois, un steward, parce que lui, il avait des tresses... des dreadlocks. Des dreadlocks. Bon, finalement, on a dit vous ne devriez pas le faire. Donc, si on terminait sur les dreadlocks du steward, faisons un peu du... Olivia, alors un dernier mot parce qu'on est très en retard. C'est quand même un sujet d'actualité. Je pense aussi aux professionnels de tennis, les femmes qui ont demandé dernièrement à porter le short. Le short. Donc je pense que c'est juste une question d'égalité. C'est pas très compliqué. Enfin, pour être très honnête, connaissant un peu ce sujet, elles portaient déjà des shorts moulants sous leur jupe. Donc le débat avait été tranché depuis quelques années, à l'époque de Gabriela Sabatini,
pour ne citer que cette très, très jolie joueuse de tennis. Et puis si on parlait Michel Audiard, bah oui, ça c'est intéressant. L'économie Michel Audiard, je trouve ça génial. Sylvain Bersinger, chez Asterès, vous étiez notre invité, et votre livre Apprenons l'économie avec Michel Audiard. Je vais m'y plonger dès que je sors de l'émission. Merci Olivia Copin, Juste Business et enseignante au CELSA, et merci à Jean-Christophe Sibéras, CEO de New Bridges. Et je l'ai bien dit cette fois-ci. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, avec un sujet alors passionnant, le dark web, avec une étude qui indique eh bien, que sur le dark web, qui est la zone grise, la zone noire du web, eh bien, on n'a jamais autant embauché et recruté. C'est un marché en matière de recrutement qui est incroyable. On en parle avec notre invité, l'auteur de cette étude.